Séance publique spéciale élection législative chaque jour. Vous le savez, on propose de décortiquer les programmes des principaux partis après le pouvoir d'achat, la santé, l'environnement, la sécurité. On parle d'immigration ce soir. Majorité présidentielle, Rassemblement national, Nouveau Front populaire. Quelles sont leurs réformes prioritaires en la matière? Première réponse en images. Jonathan Dupriez. L'immigration, thème particulièrement clivant de ces législatives, est l'une des priorités du Rassemblement national. Le parti d'extrême droite est sans surprise le plus radical en la matière et prône, dès son arrivée à Matignon, une loi d'urgence sur le sujet. Parmi les principales mesures du texte détaillées en conférence de presse par Jordan Bardella, supprimer le droit du sol, faciliter l'expulsion des délinquants étrangers ou encore rétablir le délit de séjour irrégulier. Voilà 30 ans que les Français ne sont pas écoutés sur ce sujet. L'immigration n'est pas un sujet qui divise les Français, contrairement à ce qu'on pourrait entendre, c'est un sujet qui les rassemble, puisque sondage après sondage, ils sont une écrasante majorité à exiger un retour à la raison après 3 décennies d'excès. Aux antipodes, le Nouveau Front populaire projette avant toute autre chose d'abroger les lois asile et immigration. À cela s'ajoutent 11 autres mesures pour un accueil digne des demandeurs d'asile. Parmi ces propositions, faciliter l'accès aux visas, régulariser les travailleurs sans papier. La gauche veut aussi instituer une carte de séjour de 10 ans comme titre de référence. Et enfin, le Nouveau Front populaire espère créer un statut de déplacé climatique. Nous avons besoin de prendre en compte ce qu'est la réalité des changements climatiques. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se déplacent à cause des conflits, mais aussi à cause des situations de plus en plus difficiles en raison des changements climatiques. On sait aussi que ces changements climatiques vont être des causes de conflits. Et donc on veut créer, de la même manière qu'il y a plusieurs raisons d'avoir le droit de demander l'asile, nous voulons créer ce statut de déplacé climatique parce qu'il faut faire face malheureusement à cette réalité. Dans le camp macroniste, Gabriel Attal entend, lui, poursuivre la trajectoire de la loi immigration, adoptée dans la douleur l'hiver dernier. Ensemble soutient aussi le pacte asile-immigration voté au niveau européen. Seule piste nouvelle, une réforme du statut des mineurs non accompagnés. La mesure avait été annoncée en conférence de presse par Emmanuel Macron. Prendre des décisions aussi simples du quotidien comme la reprise en main par l'État et le meilleur contrôle de la question des mineurs non accompagnés qui, dans tant de villes, sont un problème de sécurité. Selon une récente enquête d'opinion Elab, l'immigration est derrière la sécurité et le pouvoir d'achat, la 3e préoccupation des Français en vue des législatives. Immigration, que proposent les candidats? On en débat avec Gérard-François Dumont. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes géographe, démographe, président de la revue Population et Avenir et auteur de ce livre Géographie des populations, concept dynamique et prospective. C'est chez Armand Collin. Tania Rachaud, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes chercheuse en droit européen et membre de Desinfox Migration. Julia Pasquale, bonsoir et bienvenue. Vous êtes journaliste au Monde en charge de ce thème. Et dans votre dernier article, justement, vous analysez les postures, les propositions des uns et des autres sur l'immigration. Mathieu Croissando, évidemment, est resté à mes côtés, éditorialiste politique. Peut-être un constat pour commencer, même si je sais que c'est parfois compliqué de répondre à la question chiffrée sur le thème de l'immigration. Gérard-François Dumont, combien d'étrangers qui s'installent en France chaque année? On sait répondre à cette question? Oui, on a un ordre de grandeur grâce d'une part aux statistiques du ministère de l'Intérieur, aux statistiques de ce qu'on appelle l'OFPRA, donc l'Office de protection des personnes en demande d'asile, et puis également grâce aux statistiques des recensements. Donc si on combine tout ça, disons l'ordre de grandeur ces dernières années, c'est environ 400 000 personnes, en comprenant les demandeurs d'asile. En sachant que dans ces 400 000 personnes, il ne faut pas faire une corrélation avec la photo que vous êtes en train de montrer, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des personnes qui viennent de pays où la pauvreté est réelle, ou de pays qui sont en guerre, mais il y a aussi dans ces 400 000 des personnes qui viennent de pays développés et qui viennent, dans le cadre de l'évolution de leur carrière, passer quelques années en France. Ouais. Ensuite, dans ces 400 000, il faut considérer qu'il y a aussi une part importante des étudiants qui, selon les années, peuvent être autour de 80 000 étudiants dans ces 400 000, donc environ 100 000, 120 000 demandeurs d'asile. Le chiffre le plus important étant celui du regroupement familial.
Depuis des années, c'est toujours le chiffre le plus important, alors qu'il varie autour de 100-120 000. Et en fait, l'immigration strictement de travail, c'est-à-dire la personne qui vient en France avec un contrat de travail, c'est relativement minoritaire, autour de 40 000, 50 000 selon les années. Alors cette photo, effectivement, qu'on va revoir, peut-être qu'on peut passer par un plan large, Philippe, derrière moi, Tania Rachaud, c'est quoi? C'est la photo qui, peut-être un peu trop facilement, symbolise l'immigration illégale? Alors c'est vrai que c'est une photo qui est beaucoup utilisée, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est utilisée dans tous les médias, y compris ici, mais pas forcément que pour la question de la situation irrégulière, parce que donc là, ce qu'on voit, c'est des personnes en situation irrégulière, et au niveau européen, pour rester dans les chiffres, il faut tout de suite dire que c'est à peu près 300 000 personnes par an au niveau de toute l'Union européenne. Donc, et pour la France, ça peut ressembler combien? Ça peut représenter combien? On compte aux frontières extérieures de l'Union européenne, donc on ne peut pas ramener pays par pays. Exactement. Et la réalité de l'arrivée en situation régulière, donc c'est par des bateaux. Mais ensuite, il y a tout un tas de situations, donc l'immigration économique, familiale, étudiante. Il y a aussi des personnes. On vient de l'expliquer. Voilà, donc on est dans une utilisation politique très claire de ce thème-là. Elle n'est pas nouvelle, mais on est encore dans ce contexte-là. Complètement, dans une instrumentalisation qui a été d'ailleurs relevée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui est une autre organisation européenne, qui le dit, que le thème de la migration est instrumentalisé régulièrement en périodes électorales et qu'il faut y faire attention parce que c'est dangereux pour les personnes concernées notamment. Et alors, lien de cause à effet, évidemment, on a vu un sondage dans le sujet d'ouverture de Jonathan Dupriez tout à l'heure, mais il y a aussi un autre sondage qui avait été fait juste avant les européennes qui plaçait l'immigration quasiment à égalité avec le pouvoir d'achat. La question, c'était de quelle thématique tiendrez-vous compte pour voter aux européennes? Julia Pasquale, c'est quand même l'une des explications du vote du Rassemblement national. Et quand même, alors est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Est-ce que c'est l'action des politiques ou le zoom que les médias mettent sur ces questions qui explique que ce soit aussi haut dans les préoccupations, ou est-ce que c'est une préoccupation des Français, tout simplement? Vraisemblablement, si on en croit les sondages de sortie d'urne, c'est une préoccupation des gens lorsqu'ils vont voter. Donc là, on parle des gens qui sont allés voter et qui ont placé l'immigration en tête, ou quasiment en tête, au deuxième rang de leurs préoccupations. C'est encore plus vrai pour l'électorat de droite et d'extrême droite, beaucoup moins pour l'électorat de gauche. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, depuis les années 80, donc c'est une tendance un peu au long cours, le Front National puis Rassemblement National a fait de ce sujet un motif de vote. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'avant, ce sujet-là n'existait pas, mais ce n'était pas un sujet électoral. Et c'est le succès, et c'est la réussite du Front National et Rassemblement National que d'avoir fait de ce sujet un argument de vote, et puis de l'avoir fait aussi au croisement d'autres thématiques. C'est-à-dire que un chercheur que j'avais interrogé dans le cadre d'un article disait attention, il ne vote pas uniquement en pensant immigration, il l'associe à d'autres sujets. Il l'associe par exemple à leur insécurité économique réelle ou redoutée. Il l'associe à l'État social, et il voit les étrangers comme des concurrents dans l'accès à l'État social, à l'État-providence, pardon, enfin on peut le dire comme ça aussi. Et il l'associe aussi à une espèce de bataille culturelle. Oui, de perte d'identité française. Donc si on pardon de vous interrompre, mais si on caricature un petit peu, il suffit de dire immigration pour que un électeur du Rassemblement national entende immigration musulmane, en fait. Oui, les électeurs vont l'associer à d'autres sujets, effectivement. Ceci étant dit, cette priorisation du sujet, elle évolue aussi dans le temps. Elle subit un peu des aléas conjoncturels, c'est-à-dire quand on sort d'un débat de plusieurs mois sur une loi immigration, l'adoption du pacte asile-immigration à l'échelle européenne, etc., le sujet va prendre encore plus d'écho. En revanche, ça peut refluer à certains moments, et on le voit quand même que sur le temps long, il y a d'autres sondages. Par exemple, quand on pose la question aux gens, est-ce qu'il y a trop d'immigrés en France, question par ailleurs très cadrée et fermée, on est à autour de 50%, ça monte, ça baisse, ça n'augmente pas, ça n'explose pas. D'accord. D'ailleurs, au niveau européen, il faut le rappeler, juste avant les élections européennes, c'était au mois d'avril, si je me souviens bien, le Parlement européen, Gérard-François Dumont, avait voté le pacte sur la migration et l'asile. Ça avait été un long processus pour y arriver. Est-ce que ça change la donne
profondément ce texte ou pas, d'après vous? À mon sens, ça change la donne d'un point de vue politique, puisqu'effectivement, les autorités européennes ont pu dire qu'elles faisaient quelque chose. Oui. Et vous avez vu que même Mme Meloni en Italie a approuvé ce pacte sur l'immigration. Bon, dans la pratique, tout dépendra de sa mise en œuvre. Puisqu'en réalité, ce pacte, il ne fait que reprendre un certain nombre de décisions qui lui étaient largement antérieures. Rappelez-vous, quand on a créé l'espace Schengen, donc l'idée, c'était de dire, il nous faut des frontières extérieures, puisqu'on supprime les frontières intérieures, et ça suppose forcément un contrôle des frontières extérieures, puisqu'on ne veut pas que, mettons, M. Ben Laden, à l'époque, vienne en Europe et y commette des attentats. Donc, on veut contrôler la sécurité de notre territoire et pas permettre à n'importe qui d'y entrer. Donc, il était déjà prévu, dans les règles de l'espace Schengen, un certain nombre de contrôles qui n'ont pas été mis en place. Ensuite, il y a eu les autres pactes de l'immigration, notamment celui de 2008. Là, c'est pareil, il n'a pas été appliqué. Donc, en fait, ce pacte, à mon avis, ne fait pas novation, sauf sur l'aspect de répartition des immigrés qui est envisagé par ce pacte. Donc, le fait que tous les pays mutualisent l'accueil des immigrés. Mais encore faut-il, pardon de vous interrompre, que tous les pays l'appliquent, Tania Rachaud. Or ça, c'est la grande inconnue des prochains mois. Oui, effectivement. Alors, et d'ailleurs, c'est dans le programme Renaissance, la nouveauté quand même, c'est la rétention quasi systématique à l'arrivée des personnes en situation irrégulière, avec un critère qui aussi interroge beaucoup, qui est celui de la nationalité. Et donc, effectivement, chaque pays va le mettre en place. Alors, a priori, c'est une formalisation des hotspots, en fait, dans les pays comme la Grèce et l'Italie. En France, on a déjà des zones d'attente qui probablement feront office de centres de rétention. Mais ça augmente, enfin, ça automatise la rétention des personnes qui arrivent aux frontières extérieures, sachant que ces personnes, si elles sont là en rétention, c'est parce qu'elles demandent l'asile. Donc ça veut dire qu'il y a une forme d'arrêt. En plus, il y a cette idée de fiction non-entrée sur le territoire européen. Donc on les met dans des endroits qui ne sont pas supposés être sur le territoire européen, alors que ce sont des demandeurs d'asile. Ouais. Mathieu, vous avez regardé de près la place qu'occupe l'immigration dans cette campagne Express. Oui, je trouve qu'il y a un paradoxe sur l'immigration, c'est qu'on sort d'une période où on en a beaucoup parlé, enfin on n'a même parlé que de ça ou presque, on a eu plus de 6 mois de débat sur la loi immigration, suivi d'une campagne européenne, on vient en parler, où il a été beaucoup question de ce fameux pacte asile-immigration, et notamment lors des débats télévisés entre candidats. Le sujet a même grimpé en flèche, on l'a vu dans les enquêtes d'opinion, et s'est invité sur le podium des premières ou deuxième, troisième préoccupations des Français. Et pourtant, depuis le lancement de la campagne, c'est-à-dire depuis la dissolution, il y a 15 jours, je trouve qu'on en parle très peu. Et pourtant, il n'a pas disparu des programmes. Non, bien sûr, mais il n'est pas systématiquement mis en avant par les chefs de file des partis. On parle beaucoup de politique économique, de chiffrage. Les candidats ont dû plancher dans le MEDEF. On parle du poste de Premier ministre. On a parlé de majorité relative ou absolue. On a parlé de la flambée de l'antisémitisme. Mais peu de l'immigration en tant que telle, y compris au Rassemblement national, qui en a pourtant fait, on le disait, son fonds de commerce depuis plusieurs décennies. Comment vous l'expliquez ? Alors, les raisons sont différentes, mais le résultat est le même. Prenez le RN, par exemple. D'abord, ils estiment qu'ils n'ont plus rien à prouver ou à démontrer sur leur supposée crédibilité sur ce sujet qu'ils ont préempté depuis maintenant 50 ans. Marine Le Pen, en gros, a suffisamment œuvré, estime-t-elle, dans cette tentative de dédiabolisation pour que son parti sache parler d'autres choses et pas seulement se cantonner sur ce sujet, ce qui serait à ses yeux contre-productif. Mais surtout, je trouve qu'à mesure que la perspective du pouvoir approche, le Rassemblement national préfère ne plus entrer dans le détail de mesures qui seraient parfois difficilement applicables, à commencer par le slogan d'immigration zéro. On n'entend plus immigration zéro, hein. L'exemple de Giorgia Meloni qui avait fait campagne sur ce slogan et qui a fini par annoncer qu'elle ferait rentrer plus de 400 000 travailleurs étrangers en Italie d'ici 2025, incite à la prudence. Et Jordan Bardella, je trouve qu'il s'est contenté d'un service minimum en promettant la maîtrise de l'immigration, ça veut tout et ça veut rien dire. Il a promis aussi de remettre en cause le droit du sol et de lever les obstacles à l'expulsion des criminels et des délinquants. C'est les fameux étrangers, je veux dire, c'est les fameuses OQTF. Mais il sait très bien que sa promesse risque, en tout cas que ses promesses risquent de se heurter à des obstacles juridiques. La question du droit du sol, c'est pas si facile à changer. Diplomatique, la question des OQTF, il faut trouver que les pays acceptent de reprendre leurs ressortissants, ce qui n'est pas forcément le cas.
Et puis il y a peu de chances, ils le savent très bien, d'organiser au Rassemblement national, d'organiser ce fameux référendum qu'ils avaient promis, tant qu'Emmanuel Macron est à l'Élysée. Oui, on y reviendra en détail sur le programme du RN, notamment on parlera du droit du sol tout à l'heure. Du côté de la gauche maintenant et du camp présidentiel. Eh bien, du côté de la gauche et du camp présidentiel, on va commencer par le camp présidentiel. On n'en parle pas beaucoup non plus, parce qu'ils n'entendent pas remettre le couvert sur un sujet qui les a profondément déchirés. Et puis en plus, reparler, ça serait d'ailleurs un aveu de faiblesse, une façon de concéder que le boulot n'a pas été fait, ou en tout cas pas bien fait. Quant au nouveau Front populaire, la discrétion règne aussi. Le programme commun prévoit pourtant de régulariser les travailleurs sans papier, tout comme les étudiants, tout comme les parents d'enfants scolarisés, mais sans donner aucun chiffre. Où il parle encore d'abroger les lois asile et immigration de Macron, disent-ils. Donc on peut imaginer, y compris celle de Gérard Collomb, par exemple, en 2018. Et je pense à la dernière, elle était pourtant plébiscitée dans les enquêtes d'opinion par les Français, la dernière loi immigration. Il y avait quand même 8 Français sur 10, selon les... Alors ce ne sont que des sondages, mais qui en tout cas en soutenaient les principes. Donc on voit, voilà, il y a cette discrétion, elle est partagée pour des intérêts différents et divergents. Mais en tout cas, du coup, je trouve qu'on n'en parle pas tant que ça dans ce débat des européennes, des législatives, tellement d'élections qu'on finit par confondre. Et après tout, c'est peut-être pas si mal non plus. Oui, voilà. peut-être. Alors nous, on l'a intégré dans une... Oui, bien sûr, non, mais c'est une thématique, bien sûr, qui figure dans les programmes, hein, bien sûr. Mais... Bien sûr. Et alors justement, on va regarder quand même le détail. Et puis surtout... C'est intéressant de confronter, on va commencer par le nouveau Front populaire, une séquence de campagne électorale qui est vraiment intéressante, demande de fermeté face à l'immigration exprimée par un électeur. C'est François Ruffin qui fait du porte-à-porte dans la Somme et il se retrouve face à un retraité, on est à Flic Secours. Bah, moi perso je suis en retraite, bon, j'attends pas après le boulot, mais ce qu'il faut c'est le pouvoir d'achat évidemment. Arrêter les cinémas avec Israël et compagnie, la Palestine. Quelque part, on s'en fout un peu, c'est pas chez nous. Enfin, c'est apporté chez nous quand même. Hein. Et puis, l'immigration, on est submergé, voilà quoi. Voilà, une interview réalisée juste après le passage de François Ruffin. Regardez le programme. Mathieu, vous en avez donné quelques éléments. Effectivement, abrogation des lois immigration Collomb et Darmanin, agence de sauvetage en mer et sur terre, accompagnement social, autorisation de travailler pour les demandeurs d'asile, régularisation, vous l'avez évoqué, travailleurs, étudiants, parents d'enfants scolarisés, droit du sol intégral pour les enfants nés en France et créer un statut de déplacé climatique. On va revenir sur le statut de déplacé climatique dans un instant, mais peut-être une question un peu général. Julia Pasquale, quand vous lisez ce programme, moi en le voyant, je me dis c'est presque en creux, enfin, c'est un programme anti-RN. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, surtout c'est un programme qui... Il n'y a pas de proposition législative finalement. D'ailleurs, si on regarde l'ensemble du programme Nouveau Front populaire, l'immigration, elle arrive un peu dans les propositions à moyen long terme. Hein. Donc c'est clairement pas une priorité. Parce que les électeurs les attendent pas forcément. Exactement, mais c'est clairement ça. Hein. Je veux dire, les électeurs du Nouveau Front populaire les attendent pas du tout sur ces sujets-là. Et donc ils proposent des choses qui sont plutôt de l'ordre de l'amélioration de ce que permet déjà le droit, ce qui est déjà possible et qui est soit pas appliqué ou peu ou mal appliqué. Donc les régularisations, elles sont déjà possibles. Il suffit de demander au préfet d'y procéder instamment. La facilitation de la délivrance de visas, c'est la même chose. L'accueil des demandeurs d'asile, la possibilité pour les demandeurs d'asile de travailler, c'est possible. Le droit le permet, mais c'est pas mis en œuvre. Donc on est plutôt sur des propositions à droit constant. Il n'y a pas de révolution en la matière, oui, effectivement. Déplacé climatique, Tania Racho, votre avis là-dessus? Est-ce qu'il faut créer une catégorie spécifique? Alors c'est une question qui est assez intéressante parce que, il y a deux aspects qu'il faut envisager. D'une part, comment est-ce qu'on détermine que quelqu'un est vraiment un déplacé climatique? La recherche démontre que les déplacements sont quand même multifactoriels et que le climat n'est pas forcément le facteur unique. Donc ça, c'est déjà la première question du côté du déplacement climatique. De l'autre côté, du côté de la protection, il y a quand même des exils qu'on constate déjà, et je pense par exemple au Bangladesh, qui clairement s'exilent parce qu'il y a la disparition de leurs terres sous les eaux et qui pose des difficultés. Et par conséquent, il y a beaucoup de spoliation de terres au Bangladesh qui crée des violences, ce qui
été dit d'ailleurs tout à l'heure, finalement, les problèmes climatiques engendrent des conflits. Et donc, lorsqu'on bascule dans le conflit, on a quand même déjà des outils qui permettent de protéger des personnes parce qu'elles risquent de subir des traitements inhumains et dégradants, par exemple. Donc, il faudrait pousser un petit peu déjà le statut, mais c'est pas impossible. Après, c'est une démarche hautement symbolique de créer un statut spécifique pour les déplacés climatiques. Gérard François Dumont, est-ce que c'est une nouvelle porte ouverte à l'immigration? Parce que j'entends les arguments de ceux qui s'opposent à une telle proposition. D'abord, je ne sais pas ce que c'est, puisque les études que j'ai pu faire par mes étudiants prouvent que ça n'existe pas réellement. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous savez qu'on considère que l'île de Tuvalu, dans le Pacifique, risque effectivement de disparaître avec la montée des eaux. Et donc, la Nouvelle-Zélande a décidé d'accueillir des déplacés climatiques de Tuvalu. Et quand vous interrogez ces personnes, mais pourquoi elles veulent venir en Nouvelle-Zélande, ils vous disent que parce qu'il y avait une opportunité économique qui les intéressait, mais que ce n'était pas à cause du changement du climat. En fait, face au changement climatique, il n'y a que deux possibilités. Soit on s'adapte, soit on est obligé de se déplacer. Donc prenons le cas des Maldives. Plutôt en allant le moins loin possible. En allant le moins loin possible. C'est le cas des Maldives. Les Maldives ont décidé que certaines îles, on les abandonne à l'augmentation du niveau de la mer et on centre les populations dans des îles que l'on va protéger. Autre exemple, plus près de nous, les Pays-Bas. Si vous regardez les projections en matière d'augmentation du niveau de la mer, il y a 9 millions de Néerlandais qui risqueraient d'avoir les pieds dans l'eau. Donc, on pourrait considérer que le gouvernement des Pays-Bas a deux solutions. Première solution, demander aux pays qui sont au-dessus du niveau de la mer de les accueillir, donc l'Allemagne, la France, etc. Ou au contraire, faire des travaux gigantesques pour aménager le territoire et que ces 9 millions puissent rester aux Pays-Bas. Or, c'est ce qui a été décidé avec ce qu'on appelle le nouveau plan Delta. Et même dans le cas du Bangladesh, là aussi, il y a un certain nombre de décisions qui sont prises pour que les gens restent au Bangladesh, même s'il y a un réaménagement du territoire. Je vous vois réagir. C'est quoi, pour vous, c'est quoi, inéluctable, le fait qu'il y ait des déplacés climatiques? Parce que là, on a deux sons de cloche qui sont assez opposés quand même. En plus, là, on n'a parlé que des déplacés climatiques contraints. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a deux autres types de déplacés climatiques. Ceux qui sont liés à des opportunités économiques, c'est-à-dire le changement de climat dans certains lieux peut engendrer des opportunités économiques intéressantes compte tenu du changement de climat. Et puis, il y a tous les déplacés liés au changement d'aménité. C'est-à-dire ce que j'appelle, si vous voulez, donc en France ces dernières années, vous avez beaucoup de gens qui ont considéré que la France était plus ensoleillée dans le Midi, et donc il y a eu ce qu'on appelle l'héliotropisme positif. Bon, si effectivement il y a des canicules répétitives dans le sud de la France, vive la Bretagne. Eh bien, voilà, vive la Bretagne et la Normandie. Non, mais c'est vrai, sur les causes du départ sont vraiment pas nécessairement que climatiques, on est assez d'accord, mais... Par exemple, l'exil bangladais, c'est une réalité en France déjà, puisque c'est la deuxième nationalité, troisième de l'année dernière, mais pendant des années, c'est la deuxième nationalité qui demande l'asile, qui demande le plus l'asile en France, mais dont la réalité de protection est très faible en revanche. Il y a très peu de protection des Bangladais, parce que il y a un décalage quand même entre leur réalité, leur raison d'exil et les statuts juridiques de l'asile. Alors, toujours sur ce programme du nouveau Front populaire, je vous propose un témoignage, celui de Corinne Narassiguin, qui est sénatrice socialiste de Seine-Saint-Denis, qui répond un peu à la question qu'on évoquait. Pourquoi finalement l'Union des gauches est peu présente sur ces thématiques? Nous n'avons pas peur de porter fortement nos propositions sur l'immigration, mais je crois qu'il faut aussi faire attention à ne pas alimenter un débat où, en fait, on jette les étrangers en pâture en essayant de faire croire que c'est parce qu'il y a trop d'étrangers en France que les riches ne payent pas assez d'impôts ou que les grandes entreprises échappent à l'impôt ou qu'il y a des emplois, des Français qui travaillent dur et qui sont mal payés. Et donc, nous voulons parler des vrais problèmes. Le vrai problème, c'est les injustices fiscales, c'est le pouvoir d'achat qui est trop bas, c'est les déserts médicaux, c'est le fait qu'il n'y a pas assez de professeurs dans les salles de classe. Voilà, donc ça, c'est le quotidien des Français et c'est ça qu'on veut parler d'abord. Et puis alors, pour boucler ce chapitre consacré au nouveau Front populaire, je veux quand même vous entendre sur cette phrase d'Emmanuel Macron. C'est un programme totalement immigrationniste. Il parlait à des journalistes en marge de déplacement à l'île de Sein dans le Finistère. On va revoir les mesures du NFP. Julia Pasquale, programme totalement immigrationniste. Pourquoi Emmanuel Macron reprend à son compte un vocabulaire qui était plutôt celui de Le Pen père ?
On est clairement dans une manœuvre dans tout ce qu'elle a de politique ou voire politicienne, quoi. C'est-à-dire on discrédite avec un mot valise qui veut pas dire grand-chose, qui est même pas dans la référence encore. Il le sera peut-être plus tard dans le dictionnaire, mais voilà, on discrédite, on fait passer la coalition de gauche pour une gauche no border, extrême. Voilà, bon là on est dans la stratégie de la majorité présidentielle qui ne coïncide pas forcément avec une réalité. Je veux dire, ce serait compliqué de le développer, mais on sait par exemple que les alternances politiques n'ont que peu d'incidence sur les flux migratoires. C'est quelque chose qui a été documenté, illustré. Voilà, l'immigration, elle répond à des dynamiques géopolitiques, à des dynamiques économiques. Là, récemment, on a vu, par exemple, que la part de l'immigration économique avait vraiment porté l'augmentation des flux migratoires en France ces dernières années. Et c'est pas parce que le pouvoir politique l'a bien voulu, même s'il a pu parfois faciliter certains visas, mais en réalité, c'est porté par les besoins de l'économie qui font pour le coup appel d'air, pour reprendre une expression un peu galvaudée. C'est ce que j'avais employé comme expression. Est-ce que le programme de l'Union populaire est immigrationniste? Déjà, ce mot ne veut pas dire grand-chose. Et puis là, je pense qu'on on est vraiment dans la stratégie de jeter l'opprobre sur la gauche. Oui, Mathieu. Une petite question. Est-ce qu'on a une idée du nombre que ça représenterait quand ils proposent de régulariser les travailleurs sans papier, les étudiants et les parents d'enfants scolarisés? Alors, en fait, ces catégories-là, ça représente déjà ce que aujourd'hui la circulaire ministérielle dite Valls, qui date de 2012, permet aujourd'hui de faire, c'est-à-dire régulariser les gens à raison de leur vie privée et familiale ou à raison du travail que ces personnes-là exercent. Et donc ça, aujourd'hui, c'est 30 000 peu ou prou, 30 000 personnes par an. Ça a été un peu moins, mais depuis que ça existe, c'est à peu près stable. Donc, si on facilite, qu'est-ce qu'on autorise en plus? Aujourd'hui, on ne sait pas dire combien il y a de personnes qui sont sans papier en France. Certaines estimations vont dire 500 000, 600 000, 700 000, voire jusqu'à 1 million. En réalité, on ne sait pas. On pourrait éventuellement imaginer que ce serait les régulariser toutes, mais encore faudrait-il que les préfectures soient armées pour ça. Et a priori, le nouveau Front populaire n'a pas dit qu'il voulait supprimer les critères qui existent aujourd'hui. Oui. Théorie de l'appel d'air, effectivement. Non, mais juste un mot quand même. Par exemple, la régularisation des parents d'enfants scolarisés, c'est une circulaire de M. Sarkozy, vous voyez, qui date quand il était ministre de l'Intérieur, donc c'est pas d'aujourd'hui. Donc en fait, c'est assez amusant. Est-ce qu'un changement de politique peut créer un appel d'air? Là, on parle de gens qui sont déjà sur le territoire. Non, mais je généralise la question. Non, mais les discours ont de l'importance. Donc effectivement, selon que le futur gouvernement a un discours en disant « nous, on veut être très accueillants pour les immigrés » ou au contraire, on veut essayer d'attirer moins d'immigrés, le discours peut avoir de l'effet, notamment vis-à-vis des passeurs. Parce qu'en fait, le véritable problème, c'est que toutes ces personnes qui viennent en France de façon irrégulière, elles sont dans les mains des passeurs. Donc en fait, le problème, c'est de savoir quel rôle va jouer les passeurs en fonction des décisions politiques. Parce que les passeurs, vous avez vu comme ils savent extrêmement adapter les routes migratoires en fonction des changements. Tania Rachaud, rapidement, parce qu'on parle du RN juste après. En Espagne, il y a eu 600 000 régularisations en 2005. Il y a des études qui ont été faites par la suite et qui ont démontré qu'il n'y avait eu aucun appel d'air. Donc je pense que les raisons du départ sont vraiment dans les pays d'origine et ensuite, comme vient de le dire... C'était une régularisation à l'espagnole, pas à la française. Allez, je reprends la main parce qu'on pourrait en faire tout un débat. Évidemment, c'est une question très intéressante, mais on va s'intéresser un peu plus en détail dans le programme du Rassemblement national. Regardez, on va dire 3 des mesures un peu emblématiques. Supprimer le droit du sol, rétablir le délit de séjour irrégulier et augmenter le délai de rétention dans les centres de rétention administrative. On en parle tout de suite avec Steve Jourdain qui va nous rejoindre sur le plateau de Sens Public. Rebonsoir Steve. Rebonsoir. Pour se concentrer sur le droit du sol. C'est quoi le droit du sol? C'est une très vieille tradition politique française. Thomas Certain, comme l'historien Patrick Veil, font remonter ce droit au XVIe siècle. Déjà sous l'Ancien Régime est considérée comme française toute personne née en France ou qui y demeure. C'est un principe qui est consacré en 1804 où le nouveau code civil inscrit le principe dans le marbre juridique. On le retrouve à l'article 9. Tout individu né en France d'un étranger pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de français. Ce principe va être définitivement consacré en 1889 sous la Troisième République. À partir de ce moment-là, un enfant né sur le territoire français a
acquiert automatiquement, le mot est important, la nationalité française, sauf évidemment s'il la refuse. Cette histoire prend fin sous le régime de Vichy, de juillet 1940 à août 1944. Le droit du sol est aboli et sera rétabli par ordonnance à la Libération, Thomas. Et concrètement aujourd'hui, comment fonctionne-t-il ce droit du sol? Alors aujourd'hui, la nationalité française est soumise à certaines conditions. Il ne suffit pas de naître en France pour l'obtenir. Article 21-7 du Code civil, pour devenir français, l'enfant doit être né en France de 2 parents étrangers. Il doit aussi résider sur le territoire à ses 18 ans et pendant une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans depuis l'âge de 11 ans. À noter que l'enfant peut aussi obtenir la nationalité avant sa majorité sur demande de ses parents ou sur demande personnelle. Là encore, il y a des conditions de durée de résidence sur le territoire. Je vais vous donner quelques chiffres. Thomas, en 2021, plus de 130 000 personnes ont acquis la nationalité française. Parmi elles, plus de 36 000 au titre du droit du sol. C'est un chiffre qui est à peu près stable d'année en année. Et donc, si l'on reprend cette promesse du Rassemblement national, suppression du droit du sol, est-ce que c'est compliqué à mettre en avant? Pas vraiment, selon le RN qui promet de supprimer le droit du sol par une loi simple. En gros, vote à l'Assemblée nationale, vote au Sénat avec dernier mot qui reviendrait aux députés. Mais il faudra guetter l'attitude du Conseil constitutionnel. Il y a quelques mois, au mois de janvier, il a très largement censuré la loi immigration du gouvernement et notamment des modifications qui ont été apportées par le Sénat. Il a retoqué par exemple la fin de l'automaticité du droit du sol. Les sénateurs souhaitaient qu'un jeune souhaitant devenir français en fasse explicitement la demande. À noter que cette mesure a été rejetée par les sages pour des motifs de pure forme. Elle a été considérée comme étant un cavalier législatif. En résumé, on ne sait pas encore aujourd'hui si les mesures visant le droit du sol sont ou non contraires à la Constitution. On pourrait le savoir très bientôt. Merci beaucoup Steve Jourdain. Cette question de la constitutionnalité, Julia Pasquale, est-ce qu'elle se pose pour la plupart des réformes du Rassemblement national en matière migratoire? Ah oui, c'est vraiment, on peut le dire, c'est un constat qu'on peut faire assez facilement. C'est-à-dire que l'essentiel des mesures qui ont été précisées ce matin par Jordan Bardella se heurtent au droit, donc droit constitutionnel, mais pas seulement. Quand c'est pas le droit constitutionnel, c'est le droit de l'Union européenne, c'est le droit international qui est dit dans les traités que la France a ratifiés notamment. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment une bonne interrogation sur la faisabilité et un gros doute sur la faisabilité des promesses du Rassemblement national. Le droit du sol, mais pas seulement, la préférence nationale également, sur l'allongement aussi de la durée de rétention qui a été précisé ce matin en conférence de presse. Donc c'est l'idée du Rassemblement national, c'est de porter au maximum prévu par une directive européenne, c'est-à-dire 18 mois. Sauf que en réalité, le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé et a déjà retoqué en 2011 un allongement de la durée de rétention maximale à 12 mois. Donc on voit vraiment qu'il y a nombre de choses qui sont infaisables. Par exemple, aussi le principe de dire aux demandeurs d'asile, vous ne pouvez demander l'asile que si vous le faites dans les consulats ou ambassades de France et donc pas quand vous êtes sur le territoire français. Ça, on ne voit pas comment ça pourrait être possible compte tenu de la Convention de Genève sur les réfugiés que la France a ratifiée et qui fait que si quelqu'un vient se réfugier en France, on doit examiner sa demande. Sinon, on considère qu'on refoule cette personne. Et c'est précisément interdit. Voilà, on pourrait continuer de lister les exemples où effectivement on est plutôt sur des chimères, on va dire, que sur des propositions tangibles. Oui, ou sur des symboles politiques qui font leur effet auprès de l'électorat du Rassemblement national. Vous dites que le RN s'attaque à un mythe avec le droit du sol. Pourquoi ? C'est effectivement, comme l'a expliqué votre chroniqueur, c'est quelque chose qui est historique quand même, le droit du sol. Oui. Mais ce qui, moi, m'interroge beaucoup, c'est que si on supprime le droit du sol, donc ça veut dire qu'il reste le droit du sang. Et concrètement, comment est-ce qu'on fait ? Ça rejoint encore cette idée aussi de normes irréalisables, puisqu'il faudrait tracer les familles. Moi, ça m'est arrivé à titre personnel. On m'en a remis en cause ma nationalité française, parce que je suis née à l'étranger de par étranger, en Allemagne, je suis pas très loin. Oui. Mais à un moment donné, avant que j'ai fait mes études de droit, parce que sinon j'aurais largement contesté ça, on m'a demandé de prouver ma nationalité française. Donc c'était vraiment... on m'a demandé de prouver que par le sang, j'étais française. Il a fallu que je remonte 3 générations, et c'était compliqué déjà. Et donc, ça nécessiterait des registres sur les personnes. Voilà, ça me paraît irréalisable totalement. Et c'est vrai que je rejoins ce qu'a dit Julia. En pratique, en fait, il faut déconstruire les normes de l'état de droit, les garanties de l'état de droit
pour que ce programme soit réalisable. C'est ça le fond du sujet. C'est-à-dire qu'il faut accepter de ne plus avoir de garantie juridique liée à l'état de droit, aux droits fondamentaux, pour que ces normes soient réalisables. Gérard François Dumont, est-ce qu'il y a une sorte de flou savamment orchestré par le RN sur son programme en la matière ? Il y a un premier flou, parce qu'en réalité, le droit de la nationalité française, c'est un droit du sang. C'est le jus sanguinis. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toute personne dont un des parents a une nationalité française acquiert la nationalité française à la naissance, que cette personne habite en France, en Australie ou au Chili. Donc c'est bien le droit du sang qui est le droit fondamental de la nationalité en France. Deuxièmement, et je corrigerai un peu votre chroniqueur, en réalité, la novation, elle a été apportée en 1851. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, la France est en train de s'appauvrir démographiquement parce que sa fécondité a baissé depuis la fin du XVIIIe siècle. Et donc la France manque de main-d'œuvre et est extrêmement accueillante pour les autres pays européens par besoin de main-d'œuvre et souhaite effectivement que cette main-d'œuvre participe à toutes les activités de la France, y compris d'ailleurs au service militaire. Et donc c'est à cette date-là, en 1851, qu'est décidé ce qu'on appelle le double jus soli. C'est-à-dire, en fait, on attribue à une personne la nationalité française s'il naît en France et si ses parents étrangers sont nés également en France. À l'époque, en 1851, la décision, c'est que le double jus soli soit temporaire. Bon, il existe encore toujours aujourd'hui, comme vous le savez. Mais ça, c'est l'attribution de nationalité. Et donc, il faut toujours distinguer l'attribution de nationalité, c'est-à-dire le fait que loi vous attribue automatiquement la nationalité, et l'acquisition de nationalité, lorsqu'on a formulé une demande pour acquérir une nationalité. Oui, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce qu'on lie finalement ce fait historique à une question économique, à une question de besoin pour l'économie française. C'est ce que vous venez de nous expliquer. Écoutez justement Marine Le Pen sur ce thème de l'immigration. Elle est en campagne à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Elle parle du poids que ça représente pour l'économie française. L'autre urgence absolue, c'est de prendre tout de suite les mesures pour arrêter le tonneau des Danaïdes que représente aujourd'hui l'immigration massive qui est imposée aux Français et qui a elle aussi des conséquences sur le budget. Car on ne peut pas faire entrer 500 000 personnes légalement par an. 500 000 personnes légalement par an. Je ne parle même pas des illégaux, sans que ça ait évidemment un poids financier sur la nation. Ces gens, il faut les loger, les soigner, instruire les enfants, leur accorder toute une série de prestations sociales. Et ceci, nous ne pouvons plus le faire dans la situation actuelle de notre pays. Julia Pasquale, je ne sais pas si c'est facile de répondre à la question que je vais vous poser, mais est-ce qu'on sait si ces personnes étrangères qui rentrent sur les territoires français rapportent plus qu'elles ne coûtent ou coûtent plus qu'elles ne rapportent? Est-ce qu'on peut répondre à cette question? L'état de la recherche sur le sujet dit plutôt que le bilan est je dirais nul, si ce n'est, alors selon les études, après, faiblement négatif ou faiblement positif. Ça dépend si on prend en court terme, moyen terme. Voilà, ça dépend si on regarde les retraites ou les dépenses en éducation, parce que quand les gens arrivent, par exemple, quand les médecins étrangers arrivent en France, ils ont été formés à notre pays. Ça dépend de la nationalité aussi. Voilà, notre pays a dépensé pour les former, donc c'est plutôt un gain. Enfin, en fait, je prends cet exemple, mais il y en aurait des tas, et donc on est plutôt sur un bilan à somme nulle en général. Voilà, et alors c'est étonnant, enfin c'est cette remarque de Marine Le Pen, parce que ça me fait penser à une des mesures du programme du Rassemblement national, qui est de, par exemple, supprimer l'aide médicale d'État, qui est une sorte de couverture maladie pour les sans-papiers, qui bénéficie à peu ou prou à 400-500 000 personnes aujourd'hui, et de le remplacer par une aide simplement pour les soins d'urgence vitale. Or, il y a des tas d'études, notamment des inspections générales de l'administration, qui disent que si on faisait une telle réforme, ça aurait des conséquences désastreuses en termes de dépenses, en termes de santé publique. Ce serait encore pire en matière de santé publique. Parce que les gens arriveraient, les étrangers viendraient se soigner dans des états plus dégradés et directement aux urgences sans passer par la médecine de ville. Donc ça aurait un poids pour les finances publiques désastreux. Donc, et voilà, ça c'est par exemple des éléments factuels dont le Rassemblement national ne tient évidemment pas compte. Oui, Mathieu. L'immigration pour le Rassemblement national, c'est une surface projective. C'est là où il projette les peurs des Français. Et selon les peurs des Français, ça varie. Dans les années 70, ça commence sur l'insécurité économique. C'est François Duprat
qui est un intellectuel du Front National, qui dit il faut faire 1 million d'immigrés égale 1 million de chômeurs, ou 1 million de chômeurs égale 1 million d'immigrés. Là, on est vraiment sur l'insécurité économique. Et puis, au fil du temps, ça va varier, ça va devenir l'insécurité sociale, c'est-à-dire votre sécurité sociale, ce que dit Marine Le Pen là, toutes ces aides que vous ne touchez pas, c'est les immigrés qui les touchent. Et par moments, c'est l'insécurité culturelle, notre France est menacée. Mais voilà, et là, on voit que avant de reprendre le pouvoir, au moment où les caisses sont vides, et au moment où le Rassemblement national a besoin d'argent et dit on va se financer sur l'immigration, la manne d'immigration, on attend de voir, tiens, à combien ça se monte une fois, si jamais ils sont élus. Quel argent ils arrivent à retirer de cette immigration, parce qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, je vais vous redonner la parole tout de suite, mais sur l'aide médicale d'État, parce que on va écouter aussi Gérald Darmanin, là, tout de suite, encore ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. C'était au moment où la loi immigration a été votée après un long combat au Parlement, vote définitif, on est en fin décembre 2023, et il parle justement de la remise en cause de la santé des étrangers. Écoutons. La majorité a été unie et a pu adopter des mesures extrêmement fortes sur un texte qui certes n'est pas parfait puisqu'il est le fruit d'un accord, mais je voudrais remarquer que c'est un texte très difficile qui a été doté 149.3 grâce à l'acharnement, je crois, des nombreux ministres. Mais aujourd'hui, je veux constater qu'aucune remise en cause de la santé des étrangers n'est dans ce texte. En revanche, il est tout à fait vrai que nous sommes très durs contre les délinquants étrangers. Tania Rachaud, sauf qu'il ne faut pas oublier que c'est le Conseil constitutionnel, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, qui a fait en sorte que ce qui était prévu dans la loi sur la suppression ou la réduction de l'aide médicale d'État, finalement, il demeure. Oui, effectivement, c'est le Conseil constitutionnel qui a éloigné en fait toutes les mesures qui avaient été ajoutées par la droite en estimant qu'il n'y avait pas de lien suffisant avec le texte initial. Cela étant, le gouvernement actuel s'est engagé à tout de même réformer l'aide médicale d'État et probablement à le faire par voie réglementaire, c'est-à-dire en se passant des députés et du Conseil constitutionnel, et notamment alors après c'est sur des calculs de seuil, de coûts qui pour faire court, aurait des conséquences sur la situation des femmes isolées, en réalité, qui seraient davantage fragilisées. Globalement, l'aide médicale d'État, c'était 430 000 bénéficiaires l'année dernière, qui coûte 1 milliard à peu près. C'est très faible sur le budget total de la sécurité sociale. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est quand on écoute les médecins, il y a eu pas mal de tribunes à un moment donné là-dessus, quand il y a eu la loi Darmanin, et les médecins disaient eux-mêmes, mais moi, à l'hôpital, j'en ai jamais vu des bénéficiaires de l'aide médicale d'État, ou alors ça m'est arrivé 2 fois dans ma carrière. Enfin, voilà. Donc c'est quelque chose pareil. On a mis une loupe sur cette question, mais la réalité est beaucoup plus faible qu'on veut bien l'entendre, et surtout elle est importante par rapport au surcoût que pourrait représenter la suppression de ce qui est déjà le cas, parce que maintenant il y a des délais de carence de 3 mois avant de pouvoir bénéficier. Il faut prouver 3 mois de résidence quand on est en situation irrégulière. Déjà, c'est un concept de prouver 3 mois de résidence, mais une fois que c'est prouvé, on peut bénéficier de cette aide médicale. Et donc finalement, il y a des réseaux comme le réseau Louis Guyou à Rennes qui témoignent déjà du fait que les personnes arrivent davantage malades et pèsent déjà sur les structures d'urgence pour les très précaires, et ça a aussi des conséquences sur la santé publique générale d'ailleurs. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler, Gérard François Dumont, le titre de votre livre « Géographie des populations, concept dynamique et prospective ». On est aux éditions Armand Collin. Julia Pascal, on vous lit évidemment dans le quotidien Le Monde. Merci d'avoir participé à ce débat, et à bientôt. Voilà, je vous donne rendez-vous demain, 18h, 22h, pour un nouveau numéro de Sens Public. Dans notre seconde partie, un débat thématique sur ces législatives. On parlera de la réforme des retraites. Et puis notez que l'invité de la matinale, demain, Oriane Monsigny reçoit Patrick Caner, le président du groupe PS au Sénat. Belle soirée.